Bonjour à tous et bienvenue dans ma probable dernière vidéo, à savoir que j'ai longuement hésité à la faire, vous transmettre des informations concernant la pyramide, de son fonctionnement, de son message à l'intérieur plus technique, me paraissait futile par rapport aux événements tragiques qui s'en viennent malheureusement. Événements prophétisés, événements transmis par les bâtisseurs, mais j'ai ressenti ce besoin de vous transmettre un des messages concernant ces événements appelés l'apocalypse de la fin des temps, plutôt de la fin d'un temps, terme très important, le temps, et si complexe que je ne pourrais pas l'approfondir, mais la notion du temps est très importante. Et donc voilà, il me fallait donc vous transmettre cette échéance qui est imminente. Alors je suis pas là pour vous faire peur, quoi que ce soit, je suis simplement là pour vous transmettre ce message. Chacun le prendra en son âme et conscience. J'ai donc décidé de la faire et ben, dans le même temps vous transmettre des informations inédites et quelques mises à jour. Dans cette vidéo, je ne vais pas revenir en détail dans notre théorie, à savoir que nous avons localisé l'Atlantide, précisément deux de ces cités, grâce aux coordonnées géographiques transmises par la pyramide de Khéops. Ça serait beaucoup trop long, ça a déjà été traité, donc c'est inutile. Je vais l'aborder par contre d'une manière différente, plus symbolique et on peut dire plus académique. Ensuite, je vais vous montrer ce qui est le plus important, à savoir, c'est que la pyramide de Khéops est une représentation de notre planète. Je l'ai montré, démontré de 4 manières différentes. Je vais vous le montrer d'une manière la plus simple qui existe. Une méthode pour vous le démontrer qui est la plus simple et la plus fondamentale d'un point de vue scientifique. Alors, je vais faire une explication très rapide du plan de la pyramide, son aspect actuel. Ensuite, on va voir son aspect d'origine. Quel était son fonctionnement? Quel était le but de cette pyramide? On va traiter l'accès aux chambres, l'accès à la chambre du roi, des conduits de la pyramide, l'explication et la démonstration du fameux équateur penché, pour ensuite finir avec le message d'avertissement. Alors avant de démarrer, je dois remercier 5 personnes qui ont contribué à la réussite et à la résolution du mystère de la pyramide. Sans elles, je n'aurais jamais pu le faire. Sans elles, cela aurait été impossible. Alors, il s'agit d'abord en premier de Jean-Pierre Houdin, avec son étude sur la fameuse rampe interne. Travail extraordinaire de documentation qui m'a donné les pièces du puzzle nécessaires au décodage. Philippe Lheureux et sa théorie des serrures hydrauliques des chambres de la Grande Pyramide. Alors qu'il se rassure, je vais pas tout prendre, je vais l'épurer, combler toutes ses lacunes, et surtout, je vais le démontrer. Michel M du Forum des Deschampeaux, qui par son travail, sa passion sur l'Égypte, a apporté beaucoup de pièces du puzzle aux chercheurs indépendants, mais surtout une de ces photos qui a provoqué un véritable séisme dans mon cerveau et qui a permis la résolution de l'énigme. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est drôle, c'est que ces 3 personnes sont en désaccord entre eux, et je suis sûr que les 3 doivent me prendre pour un fou furieux. Néanmoins, je les respecte énormément parce qu'ils fournissent un travail formidable. Ils dégagent une passion et surtout un esprit de partage et d'échange qui pour moi est très important. C'est ici qu'on trouve l'esprit d'un véritable chercheur. Je vais pas dire de vérité, mais presque. Car ce qui compte le plus pour la vérité, c'est pas d'être dans le vrai ou dans le faux, mais de ne jamais mentir. Ensuite, Jim Allison qui a fait un travail formidable sur le fameux ancien alignement sur Terre qui forme un cercle sur la surface de la Terre.
travaux qui ont été publiés il y a très longtemps sur le blog de Graham Hancock, environ de l'année 2000. Et ces travaux étaient exacts et je vais vous donner l'explication. Et bien sûr, pour finir, Fabien Pardo qui a effectué un travail d'expertise géométrique extraordinaire sur le plan de la pyramide, qui a permis de faire des analyses sur les textes de Platon et de la topographie du terrain, plus son apport dans certaines découvertes qui sont essentielles à la résolution de ce mystère. Ceci est la dimension simplifiée du périmètre de la pyramide de Khéops, vérifiable en un clic. Environ 922 mètres. Voici maintenant notre belle planète Terre. Et ce que je vous demande, c'est de tout oublier. Le mètre, le kilomètre, le miles, le yard, la lune, le soleil. Oublions tout, toutes les notions, et faisons-la même arrêter de tourner. Lentement, notre planète va redevenir un cercle parfait. Ce qu'elle n'était pas avant dû aux forces exercées sur elle. Sans toutes ces notions et facteurs, il ne reste plus finalement qu'un cercle. Faisons revenir tout ce que nous avons oublié et redémarrer sa rotation. Ce cercle parfait redevient une forme imparfaite. Cette forme, propre à notre planète, a été mesurée très précisément par des satellites en orbite autour d'elle. Cela s'appelle le facteur de forme gravitationnelle de notre planète. Voici sa valeur. La pyramide, c'est le plus extraordinaire mémorial de l'humanité. Tout est lié au déluge, et plus particulièrement à l'Atlantide, appelée aujourd'hui l'Antarctique. Pour comprendre le fonctionnement de la pyramide, il faut avoir cela à l'esprit. Sans ça, c'est impossible de résoudre ce mystère. Tout le plan n'a qu'un seul but, nous transmettre des informations. Comme nous l'avons vu précédemment, la pyramide, c'est notre planète. Cette pyramide a donc été construite après le déluge, dont nous avons trouvé la date exacte, qui est 8640 avant Jésus-Christ. Elle n'a donc pas été construite en moins 10 000 ou en moins 20 000.
ni non plus la version officielle qui est environ moins 2500 avant Jésus-Christ. Nous avons aussi trouvé la date. Je vais vous la fournir, je vais vous la donner. C'est une information qui doit être partagée. C'est une date qui correspond à mon estimation. Elle a été transmise par les bâtisseurs. J'ai réussi à décoder. Et la date, c'est moins 4500 avant Jésus-Christ. Elle a été construite juste avant la deuxième menace, parce qu'on va en parler maintenant, concernant un astre qui se rapproche de la Terre et qui provoque ces cataclysmes réguliers. Elle a été construite donc juste avant moins 4000 avant Jésus-Christ. Après avoir achevé la construction de la pyramide, les bâtisseurs ont déposé à l'intérieur des deux chambres une aide. C'est des artefacts très puissants qu'on appelle aujourd'hui l'Arche d'Alliance, qui est en réalité tout simplement l'aide des bâtisseurs pour relever une civilisation qui serait victime d'une grande catastrophe. Tu sais que c'est un peu incroyable à l'entendre, mais tout ce que j'ai découvert dans le livre et qui est confirmé aujourd'hui par toutes les nouvelles découvertes que j'ai faites, ben c'est la réalité. Il va falloir l'admettre ou au moins l'envisager. En tout cas, cette pyramide a donc été fermée pour pouvoir être ouverte un jour. Et pour accéder à cette aide, il n'y avait que deux moyens possibles, dont nous allons traiter maintenant. C'est maintenant qu'on doit parler de la théorie de Philippe Lheureux, qui explique que les chambres sont des vérins, des serrures hydrauliques qui permettent le déclenchement de mécanismes. En réalité, ces serrures hydrauliques ne sont pas là pour fermer la pyramide, mais pour l'ouvrir afin de pouvoir accéder à leur aide. Lorsque Philippe Lheureux a compris qu'il fallait introduire de l'eau dans les chambres, c'est une découverte extraordinaire et qui a vraiment tout déclenché dans ma compréhension, c'est qu'il n'a jamais fait malheureusement, ou il s'est jamais posé la question, pourquoi l'eau? Les bâtisseurs, ils pu utiliser un autre moyen beaucoup plus simple. Pourquoi introduire une telle quantité d'eau? Alors que si on comprend que la pyramide est un mémorial lié au déluge, on comprend tout de suite, on fait un lien logique. Et c'est comme cela que j'ai compris qu'en introduisant de l'eau dans la chambre de la reine, c'était en réalité une procession funéraire en mémoire de ses victimes. L'aide qui était contenue dans la chambre de la reine, ainsi que probablement des souvenirs ou des archives de l'Atlantide. Les anciens Égyptiens, que je mets entre guillemets, devaient donc, pour pouvoir accéder à cette aide, rendre un hommage à l'humanité. C'était la volonté des bâtisseurs. Et quand je dis bâtisseurs, ce ne sont pas les bâtisseurs qui ont construit les fabuleux sites en Amérique du Sud, mais d'autres bâtisseurs. Alors j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Alors je ne vais pas rentrer en détail dans la théorie de Philippe Lheureux, ça serait beaucoup trop long. Ce qui est amusant, c'est que nous avons suivi la même filière technique, à croire que nous étions prédestinés tous les deux. Mais bon, je suis quand même forcé d'être critique envers certains points de sa théorie. Bon, il faut prendre ça d'une manière constructive. Le principe physique, c'est tout simplement d'introduire de l'eau dans les chambres à l'intérieur de la pyramide par les conduits. L'air emprisonné à l'intérieur exercera une pression à l'intérieur de la chambre et cette pression permet soit de faire déplacer des blocs à l'intérieur ou faire descendre le plancher de la chambre. Alors, un plancher qui descend, qui symbolise le sol, pour moi c'est très intéressant parce que ma théorie explique ou montre que le déplacement de l'écorce terrestre a provoqué cette catastrophe. Et donc, ce plancher qui descend est pour moi tout à fait cohérent. Il s'agit de la transmission d'un message. La chambre de la reine n'est pas une chambre de test. Lorsqu'on veut exercer un essai, on prend deux modèles identiques. C'est un peu faire un crash test sur une Mercedes pour valider une Twingo. Ce n'est pas logique. Si on souhaite faire un test, on peut aussi le faire à l'extérieur, pas pendant la construction, ce serait beaucoup trop compliqué, ou bien même le faire à une échelle réduite. Le principe d'une chambre de test n'a bien sûr aucune raison d'être. Nous savons maintenant, et c'est confirmé, je l'explique dans le livre, c'est pour nous, là, ce n'est plus une théorie. Cette chambre symbolise l'Atlantide avant son déplacement, et je vais vous montrer des preuves extraordinaires dans cette vidéo. Une découverte que j'ai fait il y a à peine 24 heures, c'est vraiment phénoménal. Mais le comble de cette histoire, c'est que le plancher de la chambre de la reine, qui est un atout pour moi, en réalité, n'est jamais descendu et ne devait jamais descendre. Je viens de le découvrir il y a 3-4 jours. C'est incroyable. On va y venir. Donc, le gros souci de la théorie, ou des détracteurs de la théorie de Philippe Heureux, excusez-moi pour la qualité du son, il faut savoir que je suis un petit peu malade et j'ai un matériel Amstrad 864, voilà, petite parenthèse. Voilà.
Pour les détracteurs de la théorie des vents hydrauliques, de la théorie de Philippe Heureux, le point essentiel, c'était de répondre à la question comment introduire l'eau. Et c'est là que la théorie de Jean-Pierre Houdin va nous aider à comprendre le fonctionnement de la pyramide et l'idée d'une procession funéraire en hommage à nos ancêtres, parce que ce sont nos ancêtres, hein, c'est notre histoire, tout ça. Donc, je vous invite à aller voir le site, je vais mettre tous les liens dans la description de la vidéo. Un travail incroyable de Jean-Pierre Houdin, vraiment il m'a fourni les pièces du puzzle incroyables. Pour lui, cette rampe a servi à la construction de la Grande Pyramide. Pour moi, cette rampe, elle sert à accéder à l'intérieur et accéder au conduit. Je n'écarte pas l'idée d'une rampe à double emploi. Pour moi, les bâtisseurs n'ont absolument aucun besoin d'un accès de chantier. Si vous allez voir son travail et ses vidéos, vous allez voir que il y a des extraits à l'intérieur où un égyptologue lui fait monter les ruines d'une ancienne pyramide et on trouve à l'intérieur des traces d'une ancienne rampe interne qui est décorée avec un ciel étoilé. Et ce détail aurait dû interpeller Jean-Pierre Houdin. C'est un peu décorer une rampe interne de construction, c'est un peu mettre comme du papier peint sur des échafaudages de chantier aujourd'hui. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, cette rampe interne va me servir pour cette procession funéraire. Ensuite, il y a un autre indice qui nous conduit à cette procession. Ce sont les fameux 40 000 vases découverts sous la fameuse pyramide de Saqqara. 40 000 vases. Alors, ceux qui cherchaient un moyen d'introduire de l'eau, il y a des vases sous une pyramide, il y en a 40 000. 40 000, comme on a vu avec la symbolisation de la forme géométrique du carré qui symbolise la maison. 40 000, c'est aussi les 40 000 kilomètres de notre planète. Ces 40 000 vases symbolisent l'humanité. Et l'eau, dans ces vases, symbolise la vie. Quand j'ai compris que le plancher de la reine ne descendait pas, c'était tout simplement parce que cette chambre symbolise l'Atlantide avant son déplacement. Il n'y a pas eu de déplacement des corps terrestres. Le déplacement des corps terrestres se produit avec la chambre du roi. Avec la grande galerie, vous allez le voir. Alors, d'autres indices qui rentrent d'une manière incroyable dans ma théorie, c'est que dans l'article, plutôt dans le PDF de Jean-Pierre Houdin, il comprend un moment grâce aux détections gravitationnelles qui ont été faites sur la Grande Pyramide, que la rampe, à un moment, à un endroit, ne monte plus, est à l'horizontale. Alors que pour moi, c'est tout à fait logique. Parce que si vous prenez la rampe interne pour accéder au conduit nord ou sud en premier, pour ensuite aller à l'extrémité à l'autre conduit, comme vous le voyez sur le plan, il n'y a pas besoin de monter de niveau. Vous restez au même niveau. Les conduits sont à la même hauteur. Donc, cette anomalie qu'il constate, lui, pour moi, c'est tout à fait logique. C'est encore une preuve. Et comme vous le voyez aussi, cette rampe monte au-dessus des conduits. Et pour moi, ça, c'était vraiment une anomalie. C'est quelque chose que je ne comprenais pas. J'avais pas la réponse. Je l'ai trouvé cette semaine avec la décision de faire cette vidéo. Et c'est aussi incroyable. C'est vraiment bon. Vous le verrez plus tard. Et tout ceci fait sur la pyramide avec la fameuse mission Scan Pyramide qui ont découvert un vide à l'intérieur. Et ce vide, je vais vous donner l'explication. Ce n'est pas une chambre secrète. Il n'y a rien de secret dans la pyramide. Les pyramides les bâtisseurs ne cachent rien. Ils ferment les choses. Ils ferment l'accès. C'est les hommes qui cachent les choses, qui cachent les preuves. Mais l'incroyable intelligence de l'architecte, c'est que toutes les preuves étaient ineffaçables. C'est-à-dire, si quelqu'un s'amusait à faire une enquête à l'intérieur de la pyramide, tout son plan était conçu de telle sorte qu'on puisse le retrouver et que les preuves soient ineffaçables. Bon.
Donc, dans l'introduction, vous avez montré que le couloir descendant était un véritable toboggan. Alors, pour ceux qui ont visité, ils vont se rendre compte que sans les cales en bois à l'intérieur, bah, vous glissez carrément comme dans un toboggan. Donc, voici le principe. Alors, on le voit dans. Je vais vous faire une petite animation. On va donc aller voir l'entrée. Alors, voilà le mécanisme pour l'ouverture de la Grande Pyramide. C'est un schéma simplifié que je vous ai mis. Voici la forme qui correspondrait parfaitement à ce système. Des blocs de pierre sont posés sur un tas de sable. Lorsque le sable s'écoule à l'intérieur du couloir descendant, le sable descend et la pierre descend. Ce sable qui se trouve tout en bas est retenu par un bouchon de terre ou d'argile, enfin une matière qui se dissout à l'eau. Et là aussi, il y a toujours un message symbolique, la terre, l'eau, la dissolution, etc. Il y a aussi un détail sur le plan que très peu de gens ont pointé du doigt. C'est que si vous regardez le plan, il est conduit. Alors tout ce qui est en dessous du niveau de la chambre de la reine, c'est des zones techniques. Et donc à l'intérieur, vous regardez, vous avez que des formes rectilignes. Et ce boyau central qui va de la sortie de la chambre de la reine jusqu'au bouchon, c'est cette eau-là qui va dissoudre ce bouchon et faire descendre le sable. Eh ben, elle a une forme qui serpente. Contrairement aux autres, aux couloirs, aux accès à la grande galerie, tout est rectiligne, alors que là, on a une forme qui serpente. Et ceci, c'est bien pour nous faire comprendre qu'il s'agit d'un fluide, de l'eau, un passage d'eau. Voilà. Donc c'était, vous voyez, ça aussi, on rentre dans la cohérence, on rentre dans la logique. C'est surtout une construction voulue par l'architecte pour que nous comprenions son message. Alors ensuite, quand le bouchon s'est dissous, tout le sable et l'eau mélangée descendent dans la chambre souterraine, qui est tout simplement un égout. Hein, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et on voit bien que ce mélange d'eau et de sable forme une boue qui symbolise là encore une espèce d'amas tout vaseux présent après un tsunami ou une catastrophe. Je vous avais parlé au début, alors vous pouvez observer aussi dans le petit conduit ici, quand je vous ai indiqué en introduction qu'il y avait des hommes qui étaient à l'intérieur pour sortir, ben ça c'est l'accès de la pyramide employé avant l'ouverture de Al-Mamoun. C'est par ici que les gens rentraient. Voilà. C'est un accès réalisé bien évidemment par les bâtisseurs. C'est comme un accès de maintenance. Hein. Si vous fermez la pyramide, vous faites un mécanisme très compliqué et que, ben, par exemple, un petit extraterrestre oublie les clés de sa soucoupe volante, et ben, faut bien qu'il y ait un accès secondaire. C'est un accès de secours ou un accès de maintenance. Cet accès se trouve, à mon avis, très loin de la pyramide. Il doit être très exigu. Et c'est pour ça que le sultan Al-Mamoun, lorsqu'ils accédaient à la pyramide, ils accédaient par ce petit couloir. Il a voulu tout simplement une entrée plus pratique. Donc ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont choisi un point névralgique de la pyramide, c'est l'intersection de plusieurs couloirs. Ils ont creusé face à eux et ils sont sortis tout simplement. Alors qu'on voit très bien que sur cette photo que le passage, cette entrée Al-Mamoun, elle serpente à l'intérieur, comme si que c'était un gagnant du loto qui avait touché le gros lot. Alors que si vous êtes à l'intérieur et que vous sortez, ben, tout est simple et logique. Hein. Vous creusez face à vous bêtement et vous sortirez. Je vous ai fait une petite animation 3D pour que vous voyez tout ça de manière plus simple et plus agréable. Et je vous ai réservé une surprise extraordinaire, une découverte qui n'a pas de nom, hein, c'est vraiment fou. Elle sera à l'intérieur, vous allez la voir et puis je vais vous l'expliquer après. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous allez voir aussi que ben, le plancher n'est jamais descendu. De toute façon, il n'y a pas de pierre qui bloque cette chambre. Vous voyez sur la photo ici, on a un homme debout d'1,80 m. Il n'y a aucune pierre pour rendre étanche la chambre. Il n'y a aucune trace, il n'y a rien du tout. Et par rapport au niveau, ben, vous allez comprendre qu'en fin de compte, c'était l'Atlantide avant ce dépassement avec la mer et la baie qui coule. Juste avant ça, je viens d'y penser, j'ai oublié. Voilà, je vais vous montrer l'épreuve à l'intérieur que j'ai pas développée ni dans mon livre, ni dans mes articles, ni dans mes vidéos. C'est une preuve un peu inédite ou plus approfondie que je vais vous faire. Alors voilà, regardez. Vous êtes dans la chambre de la reine. On est face au mur est. Voici la définition donnée par Duffieux concernant le mot pyramide. C'est Fabien Pardo qui me l'a transmis bien après mon livre, qui explique que le mot pyramide, c'est la 10e partie de toute chose. Et dans mes recherches, j'avais souvent remarqué que je divisais tout par 10. C'était pour obtenir mes résultats, je devais diviser tout par 10. Mais bon, tant que je le faisais tout le temps et d'une manière régulière, pour moi, c'était une manière. Il n'y avait pas d'unité. Il n'y avait pas d'unité. On prenait une valeur pure et
Il n'y avait aucun souci d'incohérence. Mais cette définition, pour moi, m'a fait énormément plaisir. Alors voilà, vous êtes dans la chambre de la reine, vous avez face à vous une espèce d'encorbellement. Et bien, si vous comptez les nombres de degrés, il y en a 4. Ce mur est à l'est. Vous avez là l'axe ici, juste sur le carré. Et vous savez que le carré, maintenant, c'est la maison. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3, 4 degrés. Vous le multipliez par 10, vous avez 40 degrés. Et sur la surface d'une sphère, d'un globe terrestre, les degrés se resserrent. Et même 40 degrés direction sud. Cette maison, si vous la regardez aussi, avec son toit, cet encorbellement symbolise aussi l'entrée de la maison. Et c'est à l'intérieur que se trouvait l'aide des bâtisseurs et peut-être aussi des vestiges de l'Atlantide. Alors notez bien, donc on a bien 40 degrés sud. Maintenant, je vais vous expliquer, je vais vous signifier ce que signifie la Grande Galerie. Alors voilà, là on est tout en haut. Là, on va compter les encorbellements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80. Direction de la Grande Galerie, sud, 80 sud. Donc on a chambre de la Reine, 40 degrés sud. On voit que les encorbellements se sont déplacés tout au long. Ça symbolise le déplacement de la maison à 80 degrés sud. Voilà, ça veut dire que ce qu'on a sur les plans avec les chevrons, des localisations géographiques très précises, on l'a d'une manière symbolique et simple. Alors voici la petite animation de la procession funéraire et puis on revient tout de suite après avec la nouvelle découverte. Ah, vous avez vu, c'est incroyable. Quand j'ai visualisé l'eau couler à l'intérieur de la chambre de la reine, pendant que je faisais mon animation vidéo, ben, je m'imaginais tout simplement le temps qui s'écoule paisiblement. Cette chambre, c'est vraiment un symbole de la vie, quoi. Et puis, quand l'eau est passée dans le boyau, j'ai tout de suite pensé que c'est l'eau qui coulait en Antarctique. Et là, je me suis dit, et si cette grotte, c'était l'Antarctique? Alors, je suis parti sur Wikipédia, vous allez sur Wikipédia, vous allez trouver cette carte, ce plan plutôt. Puis voilà, puis quand j'ai fait la comparaison, ben, j'ai été choqué, quoi. Alors là, j'ai simplement fait une rotation verticale à 90 degrés et j'ai assombri la zone la rose des vents pour bien faire un beau contraste. Et puis voilà, vous allez sur internet, vous tapez l'Antarctique sans la glace. Vous allez avoir plusieurs cartes différentes parce que ça dépend du niveau de l'eau.
Mais la forme est là, quoi, c'est ça. Moi, j'ai pas pleuré sur cette découverte, mais c'était émouvant, quoi. Je fais une dernière mise à jour avant de passer à la chambre du roi, qui sera un petit peu moins paisible, c'est un peu plus ténébreux. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ceux qui ont suivi mon travail et qui ont regardé la vidéo de Fabien Pardo, qui s'appelle «L'Atlantide», je me souviens même plus de son titre. «L'Atlantide Antarctique et le secret du méridien de Greenwich». Il nous fait une description détaillée et quelque chose qu'on a remarqué, c'est que le point 3 ne tombait pas dans le centre de la plaine et avec Fabien, on s'est dit: «Bon, ça devait être, une capitale économique ou quelque chose comme ça, qui devait, être très important aux yeux des bâtisseurs». Et en fait, finalement, non, j'ai compris la signification. C'est incroyable. Alors, vous voyez, à droite, là, sur la photo, vous avez les chevrons. Et malheureusement, comme les chevrons sont verticaux, on ne peut pas indiquer un décalage de la longitude. C'est impossible d'une manière architecturale. Mais j'ai trouvé et j'ai compris comment l'architecte s'est pris pour nous indiquer l'orientation de l'Antarctique avant sa catastrophe. C'est incroyable. Bon, c'est un peu compliqué. Fabien, je pense qu'il fera un petit article, un petit résumé dans son groupe Facebook qui s'appelle Secret des civilisations disparues. Je vous fais un petit résumé rapide. L'astuce n'est pas évidente, mais elle est encore une fois la preuve de l'incroyable intelligence de l'architecte. Il a défini la hauteur du chevron pour pouvoir situer un point de rotation, qui est le point central. Il suffit ensuite de faire tourner la carte pour que ce point 3 tombe sur un repère que nous aurons, nous, facilement identifié sur cette plaine. Et le point de repère, il est évident, c'est le centre de la plaine. Les Égyptiens ont pris un grand soin de transmettre cette information à Solon. Voilà un extrait des textes de Platon. Tout autour de la ville régnait une plaine, entourée elle-même d'un cercle de montagnes. Donc on est bien dans un centre. Puis il donne ses dimensions, et depuis le centre jusqu'à la mer, 2000 stades. Donc 2 fois, il y a une notion du centre de cette plaine. Alors voilà, donc j'ai fait 2 calques superposés. J'ai placé mon point de rotation sur le point central. J'ai défini visuellement où se trouvait le centre de cette plaine. Et ensuite, avec la rotation, je fais tomber le point 3 sur le centre de la plaine et j'ai mon orientation. Voilà. Fabien reviendra dessus, j'espère, il expliquera ça plus tranquillement. J'en profite d'aller encore pour faire une autre mise à jour, ou plutôt régler un problème qui est une critique qu'on m'a fait plusieurs fois, que je n'ai jamais, dont je n'ai jamais eu l'opportunité de pouvoir expliquer. Alors voilà, vous avez la carte de l'Antarctique et vous avez vu qu'elle correspond au plan que je vous ai montré tout à l'heure de la grotte qui se trouve à l'intersection du boyau central ou Paslo. Ça veut dire que j'ai simplement fait une orientation de 90 degrés et là, on voit très bien que c'est plein axe nord-sud. Alors la critique, c'est que d'après les propos de Platon, cette plaine, parce que Platon dit bien toute cette partie de l'île était située au midi et protégée contre le vent du nord. Il parle bien de cette plaine. On parle toujours de cette plaine et non pas de l'île entière. Et lorsqu'on regarde la carte, on voit que cette plaine est située au nord et non au sud, ce qui est contraire aux propos de Platon. Il s'agit en réalité d'une erreur que beaucoup de chercheurs font. Cette erreur, je l'ai traitée d'ailleurs dans un article que j'ai publié aux USA dans le site Ancient Code, où je parlais justement de l'erreur de Velikovsky qu'il avait fait sur une tombe, où il a expliqué que tout était inversé et que la raison probable était une grande catastrophe. J'avais donné une explication beaucoup plus simple. Voilà la raison de l'erreur. La définition du nord dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, le nord et le sud n'étaient pas définis par un nord ou un sud magnétique. C'est un concept moderne, mais par la position du soleil. Alors l'est est le soleil levant, l'ouest le soleil couchant, le sud c'est la direction principale donnée par le soleil à son zénith, donc on l'appelle le midi. Les Égyptiens, c'était d'avoir le siège du dieu Ra en face et se disait donc Résut devant soi. Et le nord, lui, était désigné par la direction opposée au soleil, c'est le septentrion. Et chez les Égyptiens, c'est le terme Mehet qui veut dire derrière soi. Or, dans l'hémisphère sud, le soleil à midi n'est pas au sud, mais au nord. Donc voici la véritable définition à employer. Le nord est un nord identique au nôtre. Le sud,
c'est l'équateur. Et le pôle sud, c'est aussi le nord. Donc voilà, je vous ai fait une rotation. Et on voit bien maintenant, par rapport à la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, que cette plaine est bien au midi, donc au sud. Et bien sûr, l'inverse, le bas de l'île est au nord, au septentrion, et donc elle est protégée par les vents du nord qui sont le pôle sud de l'époque, où il y avait bien sûr un grand froid comme chaque pôle. C'est pour ça que les chercheurs qui creusent dans l'Arctique, ils trouveront rien d'autre que des mammouths congelés avec de l'herbe dans leur estomac. L'Atlantide et la fameuse contrée appelée l'Hyperborée, qui veut dire au-delà du nord, et donc l'Atlantide avec cette définition en Antarctique et l'Hyperborée. On va aborder maintenant l'ouverture de la chambre du roi et de la chambre des Herses. Je rectifie de suite certaines incohérences du mécanisme de la serrure hydraulique, car vous le savez maintenant, cette chambre symbolise l'Antarctique sous la glace, et ces 5 rangées superposées symbolisent l'énorme quantité de glace accumulée pendant 5 millénaires, et qui écrase la maison. C'est la raison unique de ces blocs. Ils ne sont absolument pas nécessaires pour supporter la pression de l'eau, car au-dessus de cette chambre, il y a près de 1 million de tonnes de pierre. Et l'architecte nous l'a aussi signalé en les faisant venir d'une carrière qui est située à plusieurs centaines de kilomètres. Et si le plafond était un caprice du pharaon, un seul bloc de granit en forme de Toblerone aurait suffi à combler son appétit de grandeur. La pierre repérée par Jean-Pierre Houdin et Philippe Lheureux est bien une pierre qui fait partie d'un mécanisme. Mais elle n'ouvre pas une chambre secrète. Elle permet simplement de déclencher le mécanisme qui fera évacuer le sable se trouvant sous le plancher et la faire descendre pour symboliser le déplacement du sol. Le principe est assez simple et permet une descente régulière et uniforme du plancher. Je vous ai fait un petit croquis pour bien visualiser, mais c'est un schéma de principe. Il y a donc autre chose. La vérité est ailleurs, comme dirait quelqu'un. Et elle était si évidente, encore une fois, que j'en ai presque honte. Nous parlons de vérin hydraulique pour cette chambre. Et nous avons sous les yeux une parfaite chambre à piston. C'est la fonction du passage étroit entre la chambre du roi et la chambre des Herses. Insérer un bloc de pierre et on obtient un piston prêt à l'emploi. La simplicité est toujours la plus grande des sophistications, comme disait Léonard de Vinci. Et je vais vous prouver, ou plutôt c'est l'architecte qui va nous le montrer, puisque son plan est conçu pour que personne ne puisse effacer les preuves, et pouvoir ainsi comprendre le message qui est d'une très grande importance. On va avant tout aller à la chambre des Herses et vous montrer son fonctionnement. Alors on a, comme vous le voyez, 3 Herses mobiles avec un système de 3 poulies. Il suffit donc de 3 contrepoids et de quelques cordes pour les soulever et ainsi pouvoir pénétrer dans la chambre. Alors rappelez-vous, pendant la visite que je vous ai montrée au début, il y a justement 3 blocs de granit comme par hasard placés sur une pente glissante et penchée et qui font les 3 contrepoids parfaits. Je vais donc relier tout simplement ces 3 cordes. Je vais donc relier par des cordes ces 3 blocs de granit avec les 3 herses mobiles. Et je vais vous en expliquer l'incroyable message. Alors, je suis allé sur internet afin de trouver une photo de la chambre des Herses pour pouvoir illustrer la vidéo. Et je suis tombé. La première photo, c'était un croquis de Michel M que je vous ai parlé dans l'introduction. Et cette photo, elle m'a permis de résoudre tout le puzzle. En regardant la photo, je me demandais, mais pourquoi il met 4 cordes et pourquoi tout est lié comme ça? Et ces 2 mots ont provoqué littéralement un déluge dans mon cerveau. En une seconde, je venais de tout comprendre. C'est tellement incroyable que j'en ai pleuré. Alors, vous allez tout comprendre. Voici une photo qui montre le principe, qui finalement est plutôt simple, sauf que les détails et les bizarreries du plan de l'architecte vont nous révéler son incroyable intelligence. Alors, si vous aimez un petit peu les énigmes, vous pouvez vous amuser à vous aussi à trouver le détail qui cloche dans ce schéma. Alors, il suffit juste de faire pause, je vous laisse 2 secondes et je vous explique ce qui ne va pas. Alors, ce qui cloche, c'est qu'est-ce que font ces 3 blocs de granit aussi loin? Alors qu'on aurait pu les mettre juste à côté, juste en dessous? La réponse, elle est dans la loi de la gravitation universelle. Alors voici la loi de la gravitation. À masse égale, un objet se trouvant plus proche de la surface de la Terre sera plus lourd car la force de gravité y est plus forte. D'une manière théorique,
Cette force fera que les 3 blocs de granit descendent la pente et soulèvent tout doucement les 3 herses mobiles. Dans la pratique, ces blocs sont physiquement un peu plus lourds car cette force est trop faible avec cette distance. Mais c'est ce message qui compte pour l'architecte et vous allez le comprendre. Il suffit donc de tirer à la main les 3 blocs à une certaine distance et de les caler. Et ça tombe bien parce que justement l'architecte nous a montré l'endroit précis où mettre ces pierres. Alors voilà, ces emplacements formés par des pierres sur les murs sont appelés officiellement des blocs ceintures. Comme leur nom l'indique, ceinturer une chose, c'est l'empêcher de bouger. Et en plus, il y en a 3. Maintenant, je vais relier les 3 herses mobiles entre elles, car toutes les forces de gravitation interagissent entre elles et pour uniformiser les contraintes. Je relie avec une corde ces 3 herses mobiles avec la pierre qui se trouve dans le petit couloir. Puis, maintenir les 3 herses au sol. Enfin, je retire les cales des 3 blocs du couloir. Le système est en équilibre et rien ne bouge. C'est la pierre qui retient le contrepoids. Si la pierre bouge, les herses mobiles monteront. Alors c'est très bien. Maintenant, je vais vous montrer l'épreuve. Tout d'abord, cette fameuse pierre. Alors lorsque j'ai réalisé mes animations 3D sur cette pierre, j'ai compris qu'il fallait obligatoirement une cale pour l'empêcher de sortir, afin de maintenir la pression dans la chambre et pouvoir déclencher la descente du plancher. La cale va subir une force énorme, elle doit donc être déportée vers le plafond. Et l'arc ou un demi-cercle, c'est la forme idéale pour répartir cette force, ainsi que pour le passage de la corde et pour ses frottements. Ensuite, retirer cette pierre qui est à l'intérieur du couloir est pratiquement impossible. On ne peut que la pousser. L'architecte fait tout pour que personne ne fasse disparaître l'épreuve. Ce n'est pas fini. Nous sommes à l'intérieur de la chambre du roi et nous allons comprendre pourquoi l'architecte a choisi les dimensions de cette chambre. Alors voilà une représentation mathématique de cette chambre. La somme des exposants des racines vaut 100. Or, si vous comptez le nombre de blocs des murs est, nord, sud et ouest, vous en trouverez 99. Il manque une pierre. C'est incroyable, hein? Cette pierre, la voilà en photo à l'intérieur, retrouvée encore une fois par Jean-Pierre Houdin. Cette pierre, qui est mathématiquement une anomalie, représente la planète X. Et c'est pas fini, d'ailleurs, le plus incroyable arrive. Sur cette photo, on observe bien qu'il y a 4 passages de cordes. On a 3 pour les 3 herses et une pour la pierre. On a un trou pour le passage de la corde qui relie les 3 herses aux 3 blocs. Inutile d'avoir 3 cordes. Une corde suffit pour relier les 3. Cette corde passe donc par la grande galerie et doit donc rester une trace de cette corde. Et là encore une fois, c'est grâce à Jean-Pierre Houdin et à l'architecte que nous avons la trace de ce passage. Alors voilà le passage de cette corde que les hommes n'ont pas réussi à faire disparaître. À votre avis, à quel niveau se trouve-t-elle? Il suffit de lire ce qu'il a écrit. Saigner, 3e encorbellement sur toute la longueur de la grande galerie. C'est incroyable. Alors voilà la photo du système en équilibre. Alors, il faut savoir en astronomie que c'est la gravité et l'équilibre des forces qui imposent aux planètes de se trouver alignées sur le plan du Soleil, qui est pratiquement notre plan de l'écliptique, vous allez le voir. Et donc, les herses qui ont une surface plane et non pas carrée, les herses représentent le plan de l'écliptique. Et voilà pourquoi elles ont cette forme plane. Le plan du Soleil ou de l'écliptique est aussi appelé le plan zodiacal. Et qu'est-ce qu'on a? On a 3 herses mobiles et en bas et qui n'ont pas bougé, et une herse qui est en haut et qui a déjà bougé. Et la herse fixe symbolise le déplacement de l'écliptique qui a eu lieu dans l'ère du Lion et que je vous ai raconté, expliqué dans le livre, dans l'article, dans les vidéos, etc. C'est le déluge. C'est ce qui s'est passé à l'ère du Lion. Les 3 autres symbolisent un potentiel mouvement du plan de l'écliptique si la pierre se déplace. Et on a donc les 3 aires que je vous ai aussi décrites en fonction des 4 passages. Et on a l'ère du Taureau, Verseau et Scorpion. C'est les 3 retours de planète X que j'explique dans mes travaux. Ce système des aires symbolise les 4 passages de la planète X. Un jour, je me suis dit, je vous jure que c'est véridique, en regardant le plan de la pyramide, je me suis dit, mais c'est drôle, on dirait une tête de lion vue de profil. Alors voilà, je vous laisse juger, vous le voyez ou vous le voyez pas. Une tête de profil avec des oreilles. Allez, maintenant on continue. Vous allez voir, on monte crescendo dans l'incroyable. Alors lorsque j'ai fait mon animation avec mon logiciel 3D, je me suis retrouvé face à des choses incroyables. J'ai créé ma première pierre de forme carrée et je l'ai posée juste à l'arête du mur. Et là, je constate que l'architecte
a mis un repère au sol. Il y avait une ligne déjà au sol. Je m'amuse à la déplacer. Je déplace la pierre et là, je vois un second repère. Un repère de fin de course. Tout a été indiqué par l'architecte. Alors, je démarre mon animation et là, j'ai un problème. Et là, j'ai un problème. La pierre ne touche pas la cale. Je comprends pas et je décide donc de mesurer. Et là, c'est un choc. La mesure que je prends m'indique 1,81 m. Or, le déplacement de la pierre, c'est juste la moitié de ces 1,81 m, soit environ 0,91 m, 91 cm. Mais cette valeur de 0,91, c'est ma coudée Planète X. C'est incroyable. Et là, je vous jure que là, j'ai pleuré parce que je venais de comprendre que tout mon travail était authentique. J'avais fait un bon décodage. On m'a attaqué dessus, mais bon, j'en reviens pas. Cet article, faut le lire, il est incroyable. Il explique la découverte de la coudée Planète X et que malheureusement, que c'est authentique. À ce moment-là, je décide de prendre d'autres mesures dans la chambre. Et là encore un nouveau choc. La coudée Planète X est partout autour de la pièce. Et là, j'ai un sentiment de colère. Il y a un sentiment de colère qui m'envahit. Car ceux qui connaissaient ce détail important de cette pièce et de cette mesure de 91 cm partout, ils se sont tus. Et personne n'est venu me dire, Jean, tu as raison, ta coudée Planète X se trouve partout dans la chambre du roi. Et là, je continue, j'observe encore la chambre du roi. Je regarde au-dessus de la pierre qui se trouve dans le petit couloir. Là, je vois un bloc énorme, disproportionné au-dessus de cette pierre, qui symbolise la planète X. Et en fait, c'était un message de l'architecte. Il explique que cette pierre, elle n'est pas grande, mais elle est très massive. C'est exactement ce que je disais. Donc, lisez cet article. Il est authentique. Aujourd'hui, je peux vous le dire, j'avais toujours un doute. Je pouvais pas me mettre à 100%. Et vous allez voir que je vais même faire une autre mise à jour. Alors, il faut vraiment lire. Il est bien sûr dans mon livre, mais disponible sur mon site. Et qui dit que cette planète X a la taille de la Lune, une masse pratiquement comparable à celle de la Terre. Alors voilà, j'en profite pour glisser une petite mise à jour rapidement. Je donnais justement dans cet article une correspondance de 96% de la Lune avec la coudée Lune, en me basant sur une dimension de 104,6 m donnée par Wikipédia France. J'ai pris Wikipédia pour, non pas pour que ça soit une référence sérieuse, mais pour que ça soit vérifiable en un clic pour les personnes. C'est juste, voilà, c'est une question de simplicité. Il faut que j'avoue aussi qu'à l'époque, j'avais pas une exigence de précision que j'ai aujourd'hui, que Fabien Pardo m'a transmis, prendre des références plus précises. Et bien, cette dimension de 104,60 m donnée par Wikipédia, ce n'est pas une dimension mesurée sur le terrain, mais une supposition. Il suppose simplement que l'architecte voulait exactement le chiffre rond de 200 coudées royales, qui fait effectivement 104,60 m. Or, ceux qui ont arpenté cette pyramide de Mykérinos, ils donnent une dimension supérieure. Petri, par exemple, lui donne environ 106 mètres. Alors donc j'ai effectué une recherche sur internet et là je trouve plusieurs sites qui me donnent une dimension de 108,50 m et même 109 mètres pour cette pyramide. Alors voilà, je vous montre. J'ai Wikipédia US qui nous donne une base à 108,50 m et là on a une correspondance de 99%. Et Britannica Encyclopedia, je me suis dit bon, ça doit être sérieux quand même, 109 mètres. Et donc avec 109 mètres, j'ai une correspondance de 100% et 99% avec 108,50 m. Donc voilà, c'était une mise à jour pour ceux qui... la critique était légitime par contre, 96%, ça m'a toujours chagriné moi aussi, donc il n'y a aucun souci pour cette critique. Je continue avec mes explications, car vous allez voir, le feu d'artifice, il n'est pas fini. Je suis donc obligé de modifier la forme de la pierre due aux contraintes imposées par l'architecture en fait. Comme si qu'il n'y avait qu'un seul chemin possible. Alors voilà la pierre, je vous la montre. Donc je fais une nouvelle pierre, je fais une nouvelle animation 3D, et là, encore un nouveau choc. Je la regarde, et vous la regardez, j'ai sous les yeux l'image d'une comète avec sa chevelure. C'était fou. Ah, j'en revenais pas, ça fait un peu peur quand même. Et là, j'ai un détail qui me revient. Lorsque j'ai vu la pierre de Jean-Pierre Houdin, j'avais remarqué qu'elle avait une forme bizarre. Alors je décide de la regarder de plus près, et là, incroyable. Voilà, je vous la montre. Ça veut dire qu'en suivant à la lettre le plan de l'architecte, la forme de ma pierre correspond exactement à la véritable pierre. Alors sur mon croquis, ma pierre en 3D, elle est légèrement moins allongée,
de 3-4 centimètres, mais comme je me mettais des heures à la modéliser, j'ai laissé tomber. Et vous voyez que la forme qui se trouve dans la chambre du roi, eh ben, on voit bien qu'elle est recentrée, hein. C'est vraiment une comète, quoi, là. Alors, le second détail, c'est que lorsque la pression dans la chambre est atteinte, la pierre se déplace dans le petit couloir et la pression se met donc à stagner tout au long de son déplacement. Et lorsqu'elle atteint la cale, elle ne peut plus bouger. Et donc, la pression se met à augmenter tout doucement. Il y a donc un délai entre le déplacement des herses et la descente du plancher, qui symbolise le déplacement de l'écorce terrestre. Voilà ce que j'écris. Or, après une nouvelle découverte en 2016, je comprends que la catastrophe ne s'est pas produite au même moment, mais quelques années plus tard après son passage. Pour ce décalage dans le temps entre l'arrivée de l'astre en moins 8900 avant Jésus-Christ et la date de la catastrophe, j'avais proposé 40 ans me basant sur des références bibliques qui peut-être transmettaient des informations. Donc j'explique bien qu'il y a un décalage, qu'il y a un délai entre le passage et le déplacement de l'écorce terrestre. Cet article, voilà, je vous le montre, il faut vraiment, s'il y a un article à lire, c'est celui-là. Et après, avec celui-là, ben, vous décidez soit d'approfondir ou non mes travaux. Alors nous avons presque fini avec les explications et réussi à lire le message de l'architecte, qui est finalement celui-ci. Par son déplacement en direction de notre Soleil, la force de gravité de la planète X provoque un déséquilibre et a provoqué et risque de provoquer un déplacement du plan de l'écliptique. Mais il manque une dernière pièce du puzzle, et cette pièce a été pour moi le plus grand mystère. Cette pièce, c'est ce tout petit bouchon que je vous avais montré au début là, que je vous montre, ce petit bouchon de terre. Alors lisez mon livre, pour eux 1-618, où j'en parle, où ça a toujours été mon blocage. Je suis toujours bloqué sur ce bouchon. Alors je vous explique pourquoi. Quand le plancher va descendre et provoquer la sortie de l'eau, et provoquer un déluge dans la grande galerie, ce mécanisme est une symbolisation du déluge qui s'est produit et qui peut se produire. Alors comment la pyramide s'ouvre-t-elle, puisque le bouchon et le sable ont disparu avec la procession funéraire que je vous ai montrée précédemment, et que les Égyptiens, je dis toujours les Égyptiens entre guillemets parce que faut aussi creuser de ce côté-là, bah, ils ont obligatoirement refermé cette pyramide juste après. On l'a bien vu, je vous le remonte avec les photos, la pyramide est refermée, on voit bien les traces de mortier. On ne peut pas laisser la pyramide ouverte après l'ouverture de la procession funéraire. Puis le second problème, c'est comment introduire de l'eau dans ces conduits. Il se trouve sur une façade qui est lisse, en pente, et à 90 mètres de hauteur. Personne n'a répondu à ce problème. Et j'ai enfin trouvé. Et vous allez le découvrir là aussi, dans la petite animation que j'ai faite, qui sont vraiment ingrates parce que j'y ai passé la plus grande partie de mon temps et ça dure que quelques minutes. Enfin bref. Enfin, c'était, je pense, nécessaire pour que tout le monde comprenne et connaisse enfin leur histoire et leur héritage. Allez, je vous mets le film et on revient de suite.
Eh oui, c'est incroyable encore une fois. Seule une catastrophe de grande ampleur permet l'accès à la chambre du roi et à l'aide des bâtisseurs. Et son entrée ne peut que se trouver qu'en hauteur, au-dessus des eaux. Il faut s'imaginer toute la pyramide sous l'eau. Cette entrée symbolise un chemin pour les survivants. C'est comme une île pour des naufragés, après un déluge. Alors bien évidemment, si j'annonce ceci, que je vous montre ceci, c'est que j'en ai des preuves. Et les preuves, elles sont fournies par deux architectes, celui de la Grande Pyramide et le second, encore une fois, de notre cher Jean-Pierre Houdin. Avez-vous remarqué les deux prénoms de Monsieur Houdin? Jean et Pierre, un homme prédestiné. Alors voici l'entrée qu'il découvre, voici sa hauteur. Je cite: l'encoche bien réelle est visible sur l'arête nord-est de la Grande Pyramide, aux 2/3 environ de la hauteur actuelle de la pyramide. La hauteur actuelle est de 137 mètres. Donc un petit calcul, 2/3 de 137 mètres égale 91 mètres. 91 mètres, c'est bien évidemment la planète X. Elle est sur un angle. C'est donc que l'architecte a notre attention sur l'angle. Et l'angle qui est omniprésent dans la pyramide, que j'explique, je vous montre plusieurs fois dans mes travaux, c'est 26,18 degrés, le nombre d'or au carré. C'est le plan du carré. 26,18 correspond à la surface d'un carré du nombre d'or. Donc on attire notre attention sur le plan du carré. Donc le plan du carré, le plan de la maison, le plan pour notre maison, et notre maison c'est la Terre. C'est le plan pour la Terre. Cette encoche, elle se trouve sur l'arête nord-est. Nord-est. Nord, c'est l'entrée, là où se trouve l'entrée. Est, c'est le sphinx, le lion, le déluge. Donc, si on met tout ensemble, on a entrée, angle 26,18, planète X. J'ai donc tracé tout simplement un angle de 26 degrés, 18 jusqu'à la façade. Et voici ce qu'on trouve. On tombe sur l'entrée de la pyramide. Mais ce n'est pas tout, vous allez voir, c'est fou. Elle correspond exactement à au fameux vide découvert par la mission Scan Pyramide. Exactement. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est ce vide. Ce vide, c'est simplement un accès à l'intérieur. Il y a un couloir qui permet d'accéder à la chambre du roi. Et ce passage se trouve dans l'entrée, elle est cachée, on ne le voit pas, mais grâce à l'architecte, on le sait. Allez, on va attaquer maintenant ce fameux conduit. Alors ça va être un peu plus rapide, ça tombe bien parce que mon PC a 2 doigts de faire une crise cardiaque. Donc les conduits sont alignés parfaitement avec l'axe nord-sud géographique, donc les nord et les sud célestes. L'angle que forment ces conduits avec la façade est un angle de 90 degrés. Les pôles sont à cette latitude, la latitude 90 degrés. Elles visent le ciel, donc on a donc pôle céleste nord et sud. Si on observe le ciel à travers le conduit de la chambre de la reine, toutes les étoiles sembleront se déplacer. Il n'y a que 2 endroits possibles par hémisphère pour observer ce point fixe dans le ciel, appelé le pôle céleste, sur la longitude de la pyramide de Khéops. Et ce, quelle que soit l'année, en moins 20 000, en moins 10 000 ou même aujourd'hui. Voici les 2 endroits possibles. Voilà. Je crois que c'est inutile de commenter, vous avez compris. Alors maintenant, l'explication de ce qui semble incompréhensible sur le plan. Je reporte tout simplement tous les angles sur un rapporteur. On observe clairement une symétrie. En appliquant une rotation de 6 degrés, je fais correspondre exactement les conduits des 2 chambres. Le message est
l'inclinaison de notre planète a été modifiée de 6 degrés. Et comme je l'explique dans mes travaux et comme vous l'avez vu, c'est le plan de l'écliptique qui a bougé de 6 degrés. Alors voilà encore, je vous mets ce que j'écrivais. Alors pourquoi les bâtisseurs ne nous ont-ils pas indiqué, grâce à la position d'anciens sites archéologiques, l'emplacement de cet équateur penché de 6 degrés? Parce que les bâtisseurs ont voulu attirer notre attention sur le plan de l'écliptique, nous signifier que c'est lui qui a été modifié de 6 degrés. Voici un article scientifique de 2016 qui dit tout simplement ce que j'avais découvert en 2014. Pour l'explication de ce fameux équateur penché, je vous ai fait une animation 3D où vous allez tout comprendre. Comme du jour, vous voyez, c'est incroyable. En langage simple, voici à quoi cela correspond. C'est le seul moment dans l'année où si vous plantez des bâtons tout au long de cette ligne, le jour du solstice d'été à Poséidonis, ça veut dire la capitale de l'Atlantide, avant son déplacement, lorsqu'elle était sous la pointe de l'Afrique, et bien sur cette ligne, tous les bâtons n'auront aucune ombre. Le soleil sera au zénith. Et accrochez-vous bien parce que cet alignement existe encore aujourd'hui, mais pas avec le plan de l'écliptique, avec le véritable plan de l'équateur, le plan du soleil véritable. Il y a un jour dans une année, sur une longitude particulière, le jour du solstice d'été, où cet alignement correspond exactement avec le soleil. Et je suis pratiquement certain qu'une fête dans l'année cache ce secret. Alors si vous trouvez la réponse, mettez-la en commentaire. Lisez la petite note qui vient, ça va vous aider. Alors, pour l'imprécision générale relevée par les détracteurs sur ces célèbres alignements, eh bien, cette imprécision est en réalité la plus belle des preuves. Alors, comme vous avez vu, l'inclinaison du plan de l'écliptique varie légèrement avec le temps, d'environ 1 degré tous les 8000 ans. Eh bien, ce 1 degré
correspond justement sur Terre à une bande d'environ 110 km. Boum. C'est-à-dire, cette plage sur le sol correspond à la plage de l'axe de la Terre sur 10 000 ans. Alors voici, je mets une petite note, je ne rentre pas dedans, si ceux qui sont intéressés le lisent. Voilà. On finit avec maintenant le message d'avertissement, malheureusement. L'architecte nous a transmis un avertissement que j'ai réussi à décoder. Il est beaucoup trop long et profond pour vous les résumer. C'est impossible. Tout est dans mon site, mes vidéos et bien sûr le livre Pyramide Apocalypsia. L'équinoxe de printemps 2015 correspondait au premier jour des 7 années de la tribulation relatée dans la Bible. Et si je mets sur le même plan la Bible et cet incroyable architecte, c'est qu'ils sont les deux faces d'une même pièce. 3,5 années plus tard, les grandes tribulations commencent. Une période où les douleurs vont véritablement commencer. Même si cela a déjà commencé dans certains pays, comme le Yémen par exemple, où les enfants meurent tous les jours de bombes, de famine et de choléra, sans que cela nous affecte ou nous répugne. Ils sont allés trop loin. Cette date qui marque le début des grandes tribulations n'est pas le jour où une catastrophe va se produire, mais le jour où le livre de vie est fermé et que la période de rédemption s'achève. Ce jour que je vous annonce va en faire rire beaucoup et c'est normal. Car tout a été planifié pour que vous n'en sachiez rien, ou bien justement que vous vous en moquiez. Certains en ont même fait des vidéos pour vous dire. Mais je ne lui en veux pas car il dévoue son temps à prévenir les gens sur l'arrivée de la planète X. Et il est un des rares à avoir compris que la planète X est un astre de la taille de la Lune. Le 23 septembre 2018 est le début de la grande tribulation. C'est la technique du voleur, qui toute la nuit donne un coup sur votre voiture pour déclencher son alarme, pour qu'à la fin, celui-ci la coupe. Et au réveil, sa voiture a disparu. Ils sont très intelligents. Tous les voyants sont au rouge malheureusement, et il est temps de vous préparer. Vous devez vous préparer contre la folie des hommes qui va s'abattre sur cette terre et des prémices de l'arrivée de cet astre. Personne n'échappera à la planète X. Ce n'est pas un bon cœur qui vous sauvera, mais un bon cœur. Il y a de l'espoir, il y a un chemin qu'on nous a préparé et que j'ai révélé. Vous devez donc, et c'est le but premier de cette vidéo, de vous préparer spirituellement et matériellement. Le matériellement, ce n'est pas pour la planète X, c'est pour la folie des hommes. Vous devez avoir la foi qu'il existe dans cet univers des belles choses et des êtres bienveillants. Des êtres qui se sont souciés de nous, de nos ancêtres, plus que nous l'aurions fait pour nos propres parents. Il y a de l'espoir, croyez-moi. Lisez le livre Pyramide Apocalypsia. Allez sur le site, dans mes vidéos. Ayez soif de connaissances. Cherchez et vous trouverez. Partagez cette vidéo et cette information avec les gens que vous aimez, que vous appréciez. Car comme cela a été prophétisé, très peu de personnes seront au courant de ce message d'avertissement. Et surtout d'y croire. Que Dieu vous garde.